Si je l'ai en face de moi, Monsieur le Président, ça fait depuis 7 mois que celui que vous appeliez affectueusement Mwana mère en lingala, en français, ça veut dire le fils de ma maman, vous savez très bien qu'il est innocent et actuellement, il risque de perdre sa vie à cause de ses problèmes de santé. S'il vous plaît, ça fait plusieurs fois que nous vous avons interpellé, donnez l'ordre qu'on puisse l'évacuer, qu'il vienne se faire soigner. Il n'a rien à voir dans cette affaire et ça ne sera que justice. L'affaire Jean-Jacques Wando continue de secouer l'actualité. La vie de cet expert militaire belge, mais d'origine congolaise, a basculé en mai 2024 lorsqu'une tentative de coup d'État a ébranlé le pays. Il est arrêté et accusé donc d'être le cerveau de ce putsch manqué, condamné à mort en septembre. Sa situation cruciale relève beaucoup de questions sur la peine de mort en RDC et de la justice en RDC également, de la politique du système. Et pour en parler, j'accueille Joël Kandolo. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes donc le beau-frère de Jean-Jacques Wando. Effectivement. Et aussi son porte-parole. Exactement. J'aimerais savoir déjà quelle est la situation là-bas, comment il va. Écoutez, depuis hier, Jean-Jacques Wando va très mal. Il va très mal d'ailleurs si vous avez suivi les audiences des avocats de la défense. Les avocats de la défense ont demandé à la cour si Jean-Jacques Wando pouvait être évacué assez rapidement vers un centre hospitalier parce qu'il recrache maintenant du sang chaque fois qu'il tousse et qu'il a des douleurs au niveau des côtes et il a de fortes fièvres. Donc il va très mal sur le plan de santé. Et quelles sont vos inquiétudes, justement? Nos inquiétudes sont justement à ce niveau-là, au niveau de sa santé. Il faut savoir que Jean-Jacques Wando est diabétique et hypertendu. Et c'est depuis le mois de juillet dernier que le médecin de l'ambassade, accompagné des médecins de la prison de Ndolo et du camp Kokolo, avait recommandé aux autorités judiciaires que Jean-Jacques Wando puisse être suivi dans un centre médical approprié. Et depuis lors, on n'a jamais reçu de réponse favorable. Avant d'aller plus loin sur son état de santé et sur la situation même dans cette affaire, je vous propose qu'on regarde un extrait de ce coup d'État manqué pour revenir donc à l'affaire Wando. D'accord. Parce que c'est là que va porter ma campagne de l'évi. Ma poivre à monter, ma maman à monter, ma touché bas à la biso. Tu portes moi là, ma caméra, tu portes moi là, ma Félix. Parce que vous savez, nous n'avons pas de moka à la biso. À la lumière de ces images-là, pourquoi Jean-Jacques Wando a été donc mis en cause dans cette affaire de coup d'État? On le rappelle, en plus, il a été donc missionné par le chef de l'État même, donc à l'Agence nationale de renseignement, et il a même été maintenu. Il avait l'habitude de faire des missions en RDC, et puis là, on l'accuse donc d'avoir été l'un des cerveaux de ce coup d'État. Auteur intellectuel, c'est ça, de ce coup d'État, et puis même d'avoir aidé les assaillants à l'aide de son véhicule. Pourquoi on l'accuse? D'abord, toutes ces accusations sont fausses et cela a été prouvé récemment en appel. Pour couper court, toutes ces accusations sont infondées et montées de toutes pièces. Bon, pourquoi Jean-Jacques Wando? En fait, tout part d'une photo que Jean-Jacques Wando avait prise avec M. Malanga en 2016. Il faut savoir qu'en 2016, quand tout le monde, toute l'opposition se réunissait contre le régime de M. Kabila, tout le monde prenait des photos avec tout le monde et Jean-Jacques Wando, en tant qu'expert des questions sécuritaires, était sollicité par tous les hommes politiques congolais, dont M. Malanga. Et d'ailleurs, je signale qu'à la même époque, M. Malanga avait pris des photos avec le cardinal Ambongo actuel, M. Martin Fayoulou, d'autres députés et même des personnes très haut placées actuellement. Donc,
tout est parti de cette photo de 2016 que des personnes très mal intentionnées ont rediffusé, ont repris cette photo dès la page Facebook de M. Malanga pour dire que voilà, Wondo était récemment en contact avec M. Malanga. Et pourquoi, justement, est-ce que vous avez des doutes, enfin des soupçons en tout cas sur ces usurpateurs qui essayent de mettre Jean-Jacques Wondo dans ces accusations-là? Au départ, on avait cru à une guerre de services entre les renseignements militaires et les renseignements civils, là où Jean-Jacques Wondo était conseiller en matière de réforme. Mais maintenant que l'administrateur général, celui qui a fait venir Jean-Jacques Wondo, avec l'accord du chef de l'État, bien entendu, a été mis à l'écart suite à cette affaire et que Jean-Jacques Wondo continue à être maintenu en prison dans des conditions exécrables, nous nous sommes dit, ou nous nous disons aujourd'hui qu'il y a vraiment une main noire derrière cette affaire et il y a une personne ou un groupe de personnes suffisamment puissantes qui en veulent à la vie de Jean-Jacques Wondo. Et pourquoi le chef de l'État n'intervient pas justement, alors qu'il a été appelé par lui? Non seulement il a été appelé par lui avec son accord, mais il faut savoir aussi que Jean-Jacques Wondo a été un ami de très longue date avec le président Tshisekedi. Ils ont même fait l'état scolaire ensemble. Oui, tout à fait, à l'école secondaire. Et puis ici, pendant la lutte pour l'avènement de la démocratie en RDC, Jean-Jacques Wondo a toujours été très proche du président Tshisekedi. Pour revenir sur votre question, pourquoi il ne réagit pas? Nous aimerions également avoir cette réponse. Pourquoi? Parce qu'en tant que famille, nous avons interpellé directement le chef de l'État, directement, mais vraiment, voilà. Et nous sommes passés également par des canaux, d'autres canaux, pour interpeller le chef de l'État sur le fait qu'on ne demande pas de clémence ici dans cette affaire. Jean-Jacques Wondo est innocent et c'est un innocent qui est en train de croupir en prison et qui risque même, qui a déjà été condamné à mort, mais qui risque de perdre sa vie à cause des maladies et de la situation qui est vraiment très délicate actuellement. Le 16 janvier donc a eu le plaidoyer de la partie civile dans cette affaire de coup d'État. Je vous propose de regarder un extrait. Je suis idéologue. Je sais qu'à la dernière, il y a des gens qui sont arrêtés. Je vais quand même travailler le lundi à la NER. Il travaille la journée, à un moment, on lui dit, voilà, il y a une photo de toi qui est sur le réseau. Wondo va devant une commission au sein de la NER, où on va entendre Jean-Jacques. C'est un procès verbal qui avait été annulé au premier degré, faute de mention, d'ailleurs évoqué par Maître Carlos tout à l'heure. On va entendre Jean-Jacques Wondo le lundi, et à la fin, après avoir checké le téléphone, on a contacté les réseaux, on trouve qu'il n'y avait rien. Son chef direct, la commission qui a été organisée, va décider après de dire à Jean-Jacques, non, ça va, tu peux retourner chez toi. On parle de l'idéologue. Le lendemain, Jean-Jacques prend encore sa jeep, puisqu'il devait évidemment voyager pour aller enseigner. Il se rend au travail, et lorsqu'il devait partir à l'aéroport, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle. Je parle du monsieur de ballon de Sey de 2017 qui sait que son coup a échoué. On lui dit, va te rendre au Conseil national de sécurité pour que tu sois interrogé. Maître Carlos l'a rappelé, Jean-Jacques est belge, il avait son billet. Donc je passe le 19, le 20, je sais qu'on commence à me suspecter. Il y a eu une photo de moi qui surquille. Je reste quand même à Kinshasa. Je n'ai pas besoin d'un visa pour quitter ce pays. Le 21, le 22, je continue comme si de rien n'était, au point où je me rends moi-même au Conseil national de sécurité. Je pense qu'ici, Monsieur le Premier Président, vous n'allez pas confirmer l'œuvre du premier juge, justement parce que Wondo est intelligent, ou parce que Wondo est expert, ou sinon parce que Wondo doit avoir son profil, il est capable de lancer un ballon d'essai d'enseigner un ballon d'essai en 2017, d'organiser le changement de régime pour que le ballon d'essai s'exécute contre les régimes en 2024. Ça, ce n'est que dans la conception du ministère public et de son groupe expert.
Là, on a regardé donc un court extrait, mais est-ce que vous êtes satisfait de la partie, du plaidoyer des avocats à l'encontre, en faveur donc de Jean-Jacques Wondo? Ah oui, oui, nous sommes tout à fait satisfaits et je vais relever un autre élément. Il faut savoir que, à part les ministères publics, il y a la République démocratique du Congo qui s'est constituée partie civile et le bâtonnier Matadi Wamba, donc c'est une personne très connue qui, déjà au départ, au premier degré, avait émis des doutes sur la culpabilité de Jean-Jacques Wondo. Et ici, en appel, il a clairement disculpé Jean-Jacques Wondo en disant que les indices, il ne parle même pas des preuves, il parle des indices. Et donc ici, nous sommes tout à fait satisfaits. Donc l'avocat de la partie civile, la RDC, a disculpé Jean-Jacques Wondo et la prestation des avocats de la défense, elle est excellente et elle relève justement les incohérences du ministère public. Par exemple, le ministère public ici en appel parle parce que Jean-Jacques Wondo s'était déplacé de l'hôtel où il était avant, qui coûtait 1350 $, et il est allé dans un autre hôtel qui coûte la moitié. Et le ministère public veut faire croire que non, il a quitté cet hôtel pour se rapprocher du centre des opérations, alors que les deux hôtels sont voisins et on comprend bien, Jean-Jacques Wondo n'était pas payé, donc il ne pouvait pas supporter le prix de 1000 $. Et donc, il n'y a que des incohérences et cela démontre vraiment la volonté, la mauvaise foi de ces ministères publics et probablement de ceux qui tirent des ficelles derrière cette affaire. Et vous pensez que la Cour va prendre en compte ces analyses juridiques ? Parce que, comme vous avez dit, le bâtonnier Matadi Wamba avait dit qu'il fallait creuser encore un peu, justement. Oui, ça c'est au premier degré. Il s'était remis à la sagesse de la Cour qu'il a demandé de creuser. Mais ici, il a été plus loin. Il a dit clairement que voilà, il n'y a pas et on ne peut pas condamner quelqu'un sur des indices et d'autant plus que les indices ne sont pas convaincants et qu'il y a plusieurs interprétations. Donc, selon nous, la Cour ne peut qu'acquitter Jean-Jacques Wondo. Et quelles sont les suites ensuite après ce plaidoyer? Quoi on doit s'attendre? Maintenant, ils sont en délibéré. Et donc, le verdict va tomber légalement, c'est dans 8 jours. Donc, on est déjà aujourd'hui, donc c'est dans 7 jours. Ils peuvent encore prolonger, vous savez comment les choses se passent chez nous. Donc, ils peuvent encore prolonger, mais maintenant, on attend le verdict. Et qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce mois, donc depuis mai, pour justement appeler à la libération de Jean-Jacques Wondo? D'abord, on a beaucoup souffert, vraiment, et on continue à souffrir. Ça, c'est le cas de le dire. On souffre matériellement, financièrement et émotionnellement parce qu'il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est de un. Et de deux, on a vraiment interpellé surtout les autorités belges. Les autorités belges sont interpellées à chaque fois et les autorités européennes qui sont également occupées avec ces dossiers. Et donc, à ce niveau-là, on n'a pas cessé également d'interpeller les organisations des droits humains. Malheureusement, il n'y a que Human Rights Watch qui a une oreille très attentive à notre dossier et qui est très impliquée. Par contre, d'autres organisations, surtout congolaises, on ne les entend pas. Et vous craignez qu'il y ait un peu des influences par rapport à ça, même après ces 8 jours? Ou alors vous êtes derrière? Comment vous faites pour appuyer le dossier? Ah oui, nous, on sait qu'il y a des tireurs de ficelles, mais on ne lâche pas. Comment on fait? Comme je viens ici, par exemple, dans votre émission, attirer l'attention du monde entier. Vous n'avez pas d'autres politiciens qui pourraient appuyer? Des politiciens congolais, tous sont aux abonnés absents, alors que quand ils étaient tous dans l'opposition, mais tous, je dis bien tous, ont côtoyé Jean-Jacques Wondo, mais tous, du président jusqu'à certains députés, en passant par le président de l'Assemblée nationale, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, toutes ces personnes avaient à un certain moment donné sollicité l'expertise de Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo, c'est une personne connue par eux. Malheureusement, dans cette affaire, on n'a vraiment pas eu de soutien des hommes politiques congolais. Mais au niveau, le plus grand soutien que nous avons actuellement, c'est de l'État belge, de son gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et de Human Rights Watch et aussi de la Commission européenne. Et qu'est-ce que ça en dit justement d'être,
on va dire, délaissé par les Congolais et être soutenu donc par les Occidentaux. Ça en dit long sur la moralité des hommes politiques congolais. C'est vraiment, et vous trouvez ça, enfin, qu'est-ce que ça en dit aussi sur la société judiciaire, hein, on l'a dit, enfin, même Félix Tshisekedi l'a dit, et même le ministre de la Justice l'a dit, la justice est malade, donc il y a beaucoup encore de choses à faire. Là, la peine de mort a été rétablie. Comment vous voyez les choses par rapport à ça, à cette peine de mort établie en RDC? Il y a une régression. C'est une question assez délicate, dans le sens où il y avait un moratoire qui avait été suspendu par le président Tshisekedi suite aux événements de l'Est de la RDC, donc la guerre d'agression ou la guerre contre le M23. Ça, c'est la raison pour laquelle le président aurait levé ces moratoires. Le problème, c'est que maintenant, on voit qu'il y a des exécutions à la chaîne de bandits urbains appelés les Kuluna et tout ça. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai plus une réflexion. Et elle est quoi, ma réflexion? Aujourd'hui, il faut savoir que la RDC a été acceptée à la Commission des Nations Unies pour les droits humains. Maintenant, d'un côté, ils font partie, ils sont membres de la Commission des Nations Unies pour les droits humains. Et de l'autre côté, il y a la peine de mort et les exécutions. Ça serait vraiment à eux de trouver leur place et de savoir répondre comment eux se placent par rapport à cette situation. Mais vous comprenez que les arguments en soi en faveur à la peine de mort pour des crimes graves, comme justement de la trahison, on voit là avec le coup d'État, ou bien même des viols. Est-ce que vous le comprenez, ça, l'opinion qui insiste dessus? En 2024, moi, je suis un ardent supporter des droits humains, de respect de la vie. Pour moi, la peine de mort n'a plus sa place dans la société actuelle. Et en tant que proche d'un condamné, que répondez-vous à ceux qui justifient la peine capitale? Je pense qu'ils doivent comprendre une chose. Il fut un temps où certaines choses étaient normales. Nous sommes en 2025, la société a évolué. Il y a des peines où il y a des choses beaucoup plus importantes qui ont commencé à exécuter des gens pour un oui ou pour un non. Surtout les dérives qui découlent de ces genres de condamnations. Aujourd'hui, on est tout à fait d'accord, vous et moi, les bandits urbains de Kinshasa, ils font du mal, ils font vraiment du mal. Mais voilà, de là à les exécuter de cette manière, je dis bien de cette manière, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment aux autorités congolaises de se poser face à elles-mêmes, face à leur appartenance au concert des nations, à la Commission des droits humains. Et ils ont signé de pactes internationaux qui régissent le respect à la vie humaine. Et en tant que proche d'une personne injustement condamnée à mort, vous pouvez comprendre que je suis clairement opposé à la peine capitale. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là qui soutiennent la peine de mort, il faut qu'ils se mettent à la place des gens qui ont des proches comme condamnés. Ils vont comprendre que la vie, elle est très fragile, mais elle est précieuse. Et qu'en est-il des 31 autres condamnés donc, à mort pour cette tentative de coup d'État qui a été donc abroyée? Est-ce que vous avez quelle est votre vision d'ailleurs sur cette tentative de coup d'État et le fait que votre beau-frère ait été impliqué là? Est-ce que justement ces 31 personnes sont aussi légitimes à n'avoir pas cette condamnation de peine? Moi, je suis un fervent supporter de la vie. Donc, pour moi, je pense que je dis bien ceux qui sont impliqués dans cette affaire doivent être jugés, mais qu'ils soient jugés de manière juste. Mais ceux qui ne sont pas impliqués, dont Jean-Jacques Wondo, ne devraient pas se retrouver là et doivent être libérés. Donc, pour moi, les choses sont claires. Et d'ailleurs, vous avez parlé donc de la mobilisation donc, de seulement une ONG. Qu'en est-il des médias? Vous êtes en Belgique. Est-ce qu'ils sont assez réceptifs par rapport à ça? Ah oui, oui, tout à fait. Les médias belges sont très réceptifs et vraiment, c'est très étonnant. Mais
comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est encore la même chose. Quand vous vous approchez des médias congolais, c'est très compliqué, c'est très difficile ou à la limite impossible. Mais quand je suis aux médias belges, c'est vraiment... Et si vous avez là Félix Tshisekedi en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Si je l'ai en face de moi, Monsieur le Président, ça fait depuis 7 mois que celui que vous appeliez affectueusement Mwana mère en lingala, ça, en français, ça veut dire le fils de ma maman, vous savez très bien qu'il est innocent et actuellement, il risque de perdre sa vie à cause de ses problèmes de santé. S'il vous plaît, ça fait plusieurs fois que nous vous avons interpellé, donnez l'ordre qu'on puisse l'évacuer, qu'il vienne se faire soigner. Il n'a rien à voir dans cette affaire et ça ne sera que justice. On arrive vers la fin de l'émission. J'aimerais vous poser une question. Si le verdict de la condamnation à mort devrait être maintenu, quelles seraient les prochaines actions que vous souhaiteriez mettre donc, avec votre famille pour envisager d'entreprendre sa libération? Très sincèrement, étant donné l'innocence de Jean-Jacques Ououndou et les éléments de preuve qui ont été apportés actuellement, je n'ai pas de place dans mon esprit pour penser à une condamnation encore une fois. Condamner Jean-Jacques Ououndou en instance d'appel, malgré tous les éléments de preuve qui ont été apportés, et maintenir ce verdict, ça serait le déni de toute logique compréhensible, et ça serait vraiment quelque chose de... non, je manque de mots. Je n'envisage pas cette possibilité. Jean-Jacques Ououndou est innocent. Il n'y a que l'acquittement. Il n'y a que l'acquittement qui nous intéresse. Sa condamnation, le maintien de cette peine, pour moi, ça n'a pas lieu d'être et je n'y ai pas pensé. Et je n'y pense même pas et je n'ai pas envie d'y penser. Et au contraire, s'il était acquitté, le fait, je suppose qu'il ne rentrera plus jamais en RDC, c'est une chose qui vous bloque, cette possibilité-là? Pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Jean-Jacques Ououndou rejoigne sa famille, nous rejoigne, qu'il revienne ici. Qu'on l'interdise d'aller au Congo ou pas, ça c'est une question voilà, qui peut être gérée. Mais tant qu'il est ici, à nos côtés, en bonne santé, c'est ça le plus important. Eh bien, merci Joël Kandolo. Donc, vous êtes le beau-frère de Jean-Jacques Ououndou et son porte-parole. On suit de près cette affaire. En tout cas, on vous remercie, vous aussi, très chers téléspectateurs, d'avoir écouté l'entretien du jour. Et on se retrouve très bientôt sur Global Africa Télé Sud.